Opération Générosité. Faites un don en ligne sur www.radionotre-dame.com. Cet été, nous restons à vos côtés. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Le silence est d'or, dit-on. Plus que jamais dans nos grandes villes, la diminution, voire la disparition des bruits parasites fut un soulagement pour nos oreilles. Après le silence du confinement, nombreux sommes-nous à ne plus supporter le vacarme de la ville, l'agressivité des klaxons, les sirènes des pompiers ou encore les vrombissements des moteurs agacés. Et tous ces bruits, finalement, se sont imposés à nous comme si les chants d'oiseaux et le silence du vent dans les arbres avaient perdu la partie. Bref, supportons-nous en fait de moins en moins le bruit? C'est la question que je m'apprête à poser à mes invités aujourd'hui dans En quête de sens. Et j'ai la joie d'accueillir pour commencer Béatrice Millettre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychologie, vous pratiquez les thérapies comportementales et cognitives et Gustave Nicolas Fischer est également avec nous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur honoraire de psychologie. Vous avez publié Psychologie sociale de l'environnement chez Duno. Alors, je vais vous poser une question qui est un peu, qui place un peu le paradoxe au début pour bien mettre les choses sur la table au début de cette émission, sur cette question du bruit et du silence. À la fois, on a souffert visiblement de trop de silence et en même temps, maintenant, on ne supporte plus le bruit. Est-ce que j'ai un peu raison, Gustave Nicolas Fischer, pour commencer ? Certainement, parce que le bruit fait partie des conditions de vie actuelles et donc c'est un environnement habituel dans lequel on évolue depuis bien longtemps. Et cette disparition assez brutale du bruit lié au confinement a éveillé d'autres sensibilités en nous qui avaient complètement disparu, qui étaient atrophiées, enfin, etc., sous de multiples formes. Et donc c'est cette resensibilisation à nous-mêmes d'abord et au bruit ou au non-bruit ensuite, oui, qui a été l'effet de cette reprise de l'humain et de notre sensibilité propre à nos propres vies aussi, hein, parce que le bruit, ça fait partie de la vie, hein, et des voilà, et donc on baigne là-dedans, et aujourd'hui le fait de reprendre pied, si on veut dire les choses comme ça, dans cet univers sonore qui se remet en route d'une façon évidemment comme par le passé, mais auquel on devient plus réactif et que l'on ne supporte plus autant. Ouais. Voilà. Donc on est devenu peut-être plus sensible à ces bruits parasites. C'est une question que on mérite peut-être de poser pour aborder ce sujet. Béatrice Millettre, qu'en pensez-vous ? On est compliqué avec le bruit. Écoutez, je crois que il y a eu tout simplement un phénomène, au-delà de tout ce que monsieur vient de dire, bien sûr, il y a eu un phénomène de déshabituation. C'est que, imaginez quand vous arrivez de la campagne habiter à Paris, la nuit, vous pouvez pas dormir tellement il y a de bruit de voiture, et puis au bout d'un certain temps, vous vous êtes habitué, vous les entendez, vous êtes moins gêné, vous les entendez moins. Donc ce phénomène d'habituation, finalement, on s'est déshabitué pendant le confinement à entendre des bruits, et puis là, d'un coup, ça nous heurte de plein fouet parce que on s'y retrouve confronté d'un coup. Donc il y a cet aspect qui est bêtement mécanique, j'ai envie de dire, hein, ouais, tout à fait physique et physiologique, d'une part, et puis qui s'est couplé aussi avec peut-être une prise de conscience pour certains, hein, parce que pas tout le monde non plus n'a pris un peu de recul dans cette histoire, et à se remettre en perspective, à se disant effectivement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a du sens pour nous, et de se dire quand on a, je vais faire exprès d'utiliser ces mots, un chauffard qui roule à toute vitesse devant votre nez, on se dit bon ben voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Ah, c'est ça, qu'en fait on relie, d'après ce que vous avez évoqué tous les deux pour commencer l'émission, finalement le bruit et la quête de sens. Ça peut paraître pas forcément, en tout cas évident de prime abord de faire un lien entre les deux, Gustave Nicolas Fischer. C'est étonnant tout de suite cette association entre les deux en tout cas.
C'est un peu paradoxal, C'est effectivement, étonnant. mais c'est lié à nos sensibilités aussi, fondamentalement. C'est que là, le bruit n'est pas à entendre, justement, comme un objet en soi. Ouais. Il est relié fondamentalement à notre être, ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant qu'être sensible, notamment parce que nous avons des sensibilités diverses, l'audition, la parole, etc. Donc, cette dimension de nous-mêmes, elle est relativement chaotique dans le monde contemporain, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de possibilité d'exister dans toute sa splendeur, si j'ose dire, par rapport à ce que nous sommes vraiment et à nos possibilités, à nos capacités dans ce domaine-là. Et donc il y a eu, et lié notamment au bruit, des atrophies extrêmement nombreuses et diverses de notre sensibilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'environnement sonore dans lequel nous évoluons. Et donc nos réactions au bruit sont liées à un ensemble d'autres aspects et notamment aux relations avec les autres. Ouais, c'est très intéressant. Et à l'intériorité aussi, bien sûr. Gustave Nicolas Fichet, après on posera la question à Béatrice Millettre, mais effectivement, le fait le cerveau se modifie pendant des temps de silence, comme ça, on a eu 2 mois de silence à Paris, je peux témoigner. C'est vrai que c'est très étonnant de voir à quel point nous-mêmes nous changeons finalement d'attitude dès que nous nous retrouvons dans une espèce de vacarme et de précipitation. Est-ce que j'ai raison ? Oui, alors ça, c'est aussi notre capacité d'adaptation qui est quand même assez étonnante, hein. C'est-à-dire que nous sommes à la fois en état de supporter l'insupportable et en même temps nous nous révélons de nouveau à nous-mêmes, nous remontons en surface par rapport à notre sensibilité vraiment réelle et telle que nous sommes. Alors ça, c'est une dimension effectivement que moi j'ai rencontrée notamment en étudiant depuis de nombreuses années les situations extrêmes. Hein. J'ai accompagné pas mal de survivants des camps d'extermination et je me suis rendu compte à quel point là, nous avons un paramètre extrêmement, même un paradigme puissant de la réduction, mais disons violente, de cette sensibilité humaine et qui est en quelque sorte anéantie, entre autres par rapport à nos capacités évidemment humaines, mais là en l'occurrence pour revenir au bruit, le fait que dans le cas actuel du confinement ça ait pu ressurgir aussi rapidement. Hein, puisque le confinement n'a pas été d'une extrême, disons, de temporalité, donc ça a duré 2 mois, un peu plus, c'est pas énorme, et c'est dans ce temps quand même relativement court que sont faites des réadaptations, des sensibilités à, d'une part, la force du silence, la force de l'écoute, et le fait que ce soit justement une ressource, c'est pas neutre. Le fait qu'il y ait du bruit et pas de bruit, parce que le bruit a effectivement anéanti, quelque part détruit des aspects dont nous avons besoin pour vivre. Ouais, c'est intéressant. Béatrice Millettre, vous êtes d'accord, le bruit anéanti, effectivement, comme le dit Gustave Nicolas, vous êtes d'accord avec ça, des aspects essentiels de notre existence, au fond? Écoutez, je pense que le bruit, il n'y a pas que ça quand même qui nous a manqué dans le confinement. Non. Donc, et vous avez des personnes, là je pense qu'on parle d'une petite proportion, j'ai envie de dire, de personnes. Vous en avez d'autres qui, au contraire, se sont abrutis sur les écrans. Oui. Voilà, qui est une autre forme de bruit, d'ailleurs, peut-être aussi. Donc, c'est pas les mêmes choses, mais vous avez des gens pour qui le bruit est omniprésent en permanence et qu'il n'y ait pas les bruits des voitures, les machins, ça les a absolument pas gênés. Donc, on parle pas de tout le monde non plus. Et au-delà de ces bruits, finalement, qui sont des bruits quotidiens et qu'on a perdus, je crois ce qui a beaucoup manqué, moi je le vois en consultation aujourd'hui très régulièrement, c'est
c'est le rapport aux autres, parce que le bruit en tant que tel, moi je veux bien, mais on s'habitue, on se déshabitue. Vous venez habiter à la campagne, effectivement le bruit à un moment donné ça va vous manquer, et vous allez avoir du mal à dormir parce que vous n'aurez pas le bruit des voitures. Moi j'ai rencontré des gens qui mettaient des bruits blancs pour dormir, tellement ils étaient habitués à ça et qu'ils ne pouvaient pas dormir sans la radio, alors pas numérique, que vous mettez sur une chaîne qui n'existe pas. Et donc ça c'est des bruits quotidiens, j'ai envie de dire, mais au-delà de ça, il y a la parole quand même, il y a les gens. Ouais. Et finalement, tous ces gens-là, de la même façon qu'on n'a pas entendu beaucoup de bruit, on n'a pas été en contact avec nos amis, avec nos proches. Alors effectivement, on pouvait faire un peu du Skype ou du WhatsApp ou du ce que vous voulez pour être un petit peu en contact, même visuel, et les apéros virtuels. Mais on a perdu aussi l'habitude de dialoguer avec les gens. Et moi, je vois aujourd'hui en consulte des gens qui arrivent et qui me disent « Ah là là, j'ai croisé 3 copines dans la rue et j'étais quasiment en panique. » À me dire « Mais est-ce que j'étais bien habillée? Qu'est-ce qu'elles vont penser? Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai tellement de choses à leur dire que je ne sais plus par où commencer. » C'est étonnant. D'autres gens qui me disent « Je suis retournée travailler. » Alors, puis aujourd'hui, mais c'était il y a un mois, mais peu importe. Et je me souviens d'une dame qui est directrice des ressources humaines et qui a croisé 4 collègues. Pas beaucoup, 4 collègues énorme, dans une grande entreprise finalement. Et le soir, elle était lessivée, elle était épuisée. Donc si vous voulez, au-delà le bruit, ça fait partie des autres sens et des autres stimulations qu'on a. Et je crois que ça renvoie aussi tout simplement aux autres. Oui. Qui nous ont manqué dans un sens positif, comme dans un sens simplement d'habitude aussi. Encore nous sommes vraiment des êtres d'habitude. On a déjà consacré une émission d'ailleurs à cette passionnante notion qu'est l'habitude, le rituel et l'habitude. Bien sûr. Et je vous propose l'un et l'autre d'entendre tout de suite un extrait. Vous l'avez peut-être vu en 2006, ce film de Philippe Grenier qui s'intitulait Le Grand Silence. Ces êtres ces moines de la Grande Chartreuse tout près de Grenoble qui vivent entre eux dans le silence, mais entre eux. Dominus regnavit exultet terram, laetantur sulegunt. Voilà pour cet extrait du Grand Silence, effectivement. C'est un peu paradoxal. Pour le coup, Béatrice Millettre, là, ce sont finalement des personnes qui sont... Enfin, elles sont entre elles. Donc, ces moines se fréquentent tous les jours. Ils sont dans une certaine forme de silence presque permanent. Et on a l'impression qu'ils sont complètement à l'affût, effectivement. Nous sommes même à l'affût du moindre petite once de bruit, le chant d'oiseaux, on entend même je sais pas comment on peut appeler ça, le craquement des ciseaux, le petit bruit du ciseau qui découpe le tissu. Là aussi, une sorte de paradoxe, en fait. C'est à la fois d'être ensemble et d'être dans le silence. Encore une autre configuration humaine, ça. Alors, je veux dire que certains aussi vont vous parler à ce moment-là d'ici et maintenant et de méditation et de ce qui est aussi très, très dans l'air du temps. Mais on se rend compte aussi que quand on arrive par des petits exercices pas si compliqués que ça, finalement, à couper le flux de pensée qu'on a, et juste en étant dans les 5 sens, si vous voulez. Donc, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai l'impression quand on arrive à cet état de me retrouver comme un chat. Donc moi je trouve ça merveilleux comme description, parce que c'est pas mal. C'est de dire juste vous voyez les choses, vous les entendez, vous percevez votre environnement, mais sans mettre des mots dans votre tête. Vous coupez le flux de pensée, de parole. Le flux quoi, c'est vraiment. Voilà. Et donc vous êtes juste dans les stimulations. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et à ce moment-là, on se rend compte quand on arrive à vivre un peu, alors pas en permanence, c'est ponctuel, mais pour les moines c'est peut-être plus permanent. À cet état-là. Vous devenez très très créatif.
Ah ouais, Ça libère beaucoup de potentiel finalement, parce que, j'ai envie de dire en bruit de fond, de manière un peu réductrice, votre cerveau va continuer à travailler et va assembler des briques d'informations que vous lui avez données auparavant pour construire des projets, des idées, pour aboutir des choses. Donc c'est peut-être un peu le paradoxe, si vous voulez, d'être tout seul dans ses pensées, ou tout seul dans ses pensées avec les autres qui vous renvoient quand même des choses, mais pour être en même temps beaucoup plus efficace, efficient. Ouais, c'est intéressant cette réflexion sur le bruit de fond, effectivement. Gustave Nicolas Fischer, vous êtes d'accord ? Peut-être une réaction d'abord à cet extrait. Là, moi, je voudrais faire référence à une expérience personnelle. Là, vous avez fait passer un petit passage de la vie des moines. Depuis des années, je prends, disons, un temps relativement important pour aller dans un monastère, pas en France, mais à l'étranger. Et donc, je passe une partie de mes vacances avec les moines. Parce que, justement, la dimension du silence est effectivement une dimension de l'expérience de notre vie. Et en étant dans le silence des moines, ou avec le silence des moines, ce que je constate pour moi-même, c'est que ça m'aide à faire taire mes bruits intérieurs. Parce qu'il n'y a pas que des bruits extérieurs. Nous sommes pleins de bruits à l'intérieur de nous-mêmes, mais on ne les entend pas. Mais parfois on les entend, évidemment, par les agressivités, des comportements externes, etc. Mais là, quel est l'enjeu de ces expériences-là, pour simplement faire référence à cet aspect, c'est de recréer effectivement en nous une énergie et une harmonie par rapport à notre propre vie. Et celle-là, justement, on en a perdu la sensibilité du fait que le bruit externe, les relations, tout ça, ce sont des parasites aussi qui nous empêchent quelque part de vivre notre propre vie. L'enjeu, c'est de vivre. Tout simplement, voilà. Et donc les bruits sont des indicateurs par rapport à des nuisances qui interfèrent avec tout ce chemin qu'on a à faire, qui est fondamentalement un chemin intérieur, et qui est l'expérience de la vie. Eh bien, merci infiniment à l'un et à l'autre pour cette première partie d'émission. Supportons-nous de moins en moins le bruit ? C'est la question qui est posée ce matin dans En quête de sens. Je vous propose de nous retrouver tout de suite dans quelques instants. En quête de sens, 01 56 56 44 00. Culture Club. Bonjour, c'est Victor Loupan. Cet été, Culture Club reste avec vous et je reste avec vous. Retrouvez-moi tous les jours à 11h et puis à 18h30 pour un Culture Club plein d'étoiles. Je vous proposerai de visiter les plus beaux musées, les plus grandes cathédrales du monde, les demeures des génies. Et nous évoquerons aussi bien des stars de cinéma que les grands interprètes de la chanson française. Culture Club, c'est tout l'été à 11h et à 18h30 sur Radio Notre-Dame. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, la rédaction poursuit la série des portraits des nouveaux curés parisiens et de leur prochaine mission, à compter de septembre 2020. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique d'Île-de-France, j'ai pas tellement de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre l'annonce de l'évangile, annoncer le Christ, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles globalement sont peu réjouissantes. Pour soutenir Radio Notre-Dame, rendez-vous sur www.radionotre-dame.com, rubrique Faire un don. Merci. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Histoire de bruit, supportons-nous de moins en moins sous ce vacarme. En tout cas, le bruit qui a différents sens, il peut être peut-être aussi positif. On essaye d'évoquer aujourd'hui toutes les dimensions de ce bruit dans nos sociétés un peu bruyantes à l'intérieur et à l'extérieur. Alors moi, j'aimerais bien d'abord peut-être avoir une réaction de votre part, Béatrice Millettre, à ce qui a été dit juste avant la pause par Gustave Nicolas Fischer. Et cette histoire de bruit de fond, en fait, c'est quand même très intéressant de savoir que il y a des effets vraiment sur la concentration qui a été étudié, analysé. Quand on écoute des bruits de fond, par exemple, pour travailler, c'est pas forcément une bonne chose, au fond. Qu'en pensez-vous, Béatrice ? Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, bien sûr. On a une étude qui est assez connue, qui a été assez divulguée, qui a montré que quand on écoute, alors c'était du Mozart et une œuvre en particulier, mais peu importe, quand on écoute une musique pas entraînante sur laquelle on a envie de danser, bien sûr, oui. Ça aide à se concentrer, contrairement à ce qu'on pense et qu'on D'accord. pensait auparavant. Donc, il faut choisir sa musique. Comment ? Il faut choisir sa musique donc pour se concentrer. Choisir sa musique, effectivement. Et donc, on a des enseignants maintenant qui mettent la musique classique pour aider les enfants dans les interrogations. Oui, ça se fait. Je crois qu'il y a des chirurgiens aussi qui mettent de la musique pour se détendre et se concentrer en même temps. Il paraît voilà, que Mozart ça aide à se concentrer. Et on a en fait, si vous voulez, l'idée un peu derrière, c'est que si vous écoutez votre musique, en quelque sorte, vous rentrez à l'intérieur de vous-même et ça vous oblige à vous concentrer, par exemple. On peut avoir cet aspect-là, ou de la même façon, vous pouvez tout à fait vous écouter un truc que vous détestez, et comme vous ne voudrez pas l'écouter, à ce moment-là, vous renforcez votre concentration. Et ça n'épuise pas le cerveau ? Ça n'épuise pas pour rien les neurones ? Non, mais les neurones, ça se fatigue pas, vous savez, c'est quand même... Non, mais regardez, si on fait une grève de la faim, je sais pas combien de temps peut durer une grève de la faim au plus, mais ça dure beaucoup de semaines, le cerveau continue de fonctionner quand même. Ouais. Il n'a pas besoin de tant d'énergie que ça. Merci. Alors, il fonctionnera peut-être moins bien, on sera un peu irritable, fatigué ou tout ce que vous voulez, mais ça continue quand même de fonctionner. De tourner. Bien sûr, mais c'est vrai que on a cet aspect aussi sur la concentration. Vous avez un certain nombre de personnes aussi, et des jeunes, moi j'en vois pas mal aussi à l'école ou au lycée, au collège, qui pour écouter l'enseignant ont besoin de faire autre chose, par exemple. Et contrairement à ce qu'on peut penser, de simplement regarder dans le blanc de l'œil l'enseignant, il n'arrive pas à écouter. Mais est-ce que c'est pas un défaut il n'y a pas un problème là-dedans pour vous avez des gens pour qui ça va être un problème de trouble de l'attention, puis d'autres pour qui c'est leur forme de concentration. Quand vous regardez par la fenêtre, que vous gribouillez et que vous répétez mot à mot, mot pour mot ce que le prof vient de vous dire, c'est pas un défaut de concentration. C'est une autre forme. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs manières de faire et que finalement on va focaliser sur une seule en particulier, et le bruit a cette aussi capacité de nous permettre, si on sait fonctionner à notre façon, justement, de nous permettre de mieux fonctionner. Et moi, je peux vous dire, je connais une de vos collègues de la radio, quand à un moment elle a besoin de réfléchir sur ses projets, effectivement, elle va se mettre dans un monastère parce que là, elle est toute seule avec ses pensées. Ça la rend beaucoup plus créative. Comme Gustave Nicolas Fischer. Oui, exactement. C'est pour ça que je pensais à ça. D'ailleurs, je me tourne vers vous. Merci, Béatrice. Gustave Nicolas Fischer, vous êtes d'accord sur cette histoire de fond musical pour se concentrer ou pas ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Bon, c'est pas une nécessité. De toute façon, c'est tellement variable là. Je pense qu'il faut reconsidérer effectivement chaque fois les personnes dans leur individualité, dans leur spécificité, dans leurs besoins propres et dans leur démarche là, comme la collègue le fait dans les thérapies. Ça, je pense que c'est un élément fondamental. C'est privilégier effectivement ce que les gens ont effectivement comme sensibilité d'ailleurs et qu'ils ont besoin de développer. Encore une fois, un petit rappel par rapport à mon expérience personnelle. Je passe depuis 25 ans, là, je suis en Amérique du Nord, en Université de Montréal. Et il y a quelques années, précisément, là, elle fait référence à une expérience qui avait eu lieu auprès des enfants par rapport à la question de bruit, de fond et notamment de musique. Et on avait fait une expérimentation, les collègues de Californie avaient fait une expérimentation avec différents types de musique, Bach, Mozart, etc. Et ils ont demandé avec ces musiques de fond des activités à des groupes d'étudiants. Et ils ont constaté au final que c'était plutôt la musique de Mozart qui était performante par rapport à la créativité, notamment cognitive. Oui, c'est vraiment étonnant, Mozart.
Voilà. Et donc là, ils avaient sorti à l'époque un CD que j'avais pris, qui était pas diffusé en Europe, qui était diffusé en Amérique du Nord uniquement, qui était intitulé Mozart Boost Your Brain Power, Mozart booste votre expérience du cerveau, enfin votre pouvoir du cerveau, et donc il mettait bien l'accent sur le fait qu'effectivement cette musique considérée, disons, comme bruit de fond par rapport, avait une capacité de rendre créatif justement ce potentiel cognitif, en l'occurrence, que les chercheurs voulaient évaluer dans ce domaine-là. Alors, effectivement, c'est un aspect, mais qui doit être inscrit dans cette immense variabilité des personnes, des sensibilités. Des sensibilités et des besoins. Voilà. Oui, tout à fait. Alors justement, parlons de sensibilité et d'hypersensibilité. Ce qu'on peut lire dans des papiers à droite à gauche, ce qu'on entend un peu ici et là, c'est qu'il y aurait en France, en tout cas, en France j'imagine en Occident, mais il y aurait de plus en plus aujourd'hui d'hypersensibles au bruit. Qu'en dites-vous l'un et l'autre, Béatrice Millettre? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez des patients, est-ce que vous percevez ce phénomène? Alors, honnêtement, non. Honnêtement, je le perçois pas. Des gens hypersensibles, tout court, oui. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'on en parle plus? Ça, je ne sais pas. Mais effectivement, beaucoup de gens arrivent en disant qu'ils sont hypersensibles, plutôt d'ailleurs en termes d'hypersensibilité des émotions. Et c'est quand on leur parle, ce qu'on appelle l'hyperesthésie pour la sensibilité au sens, qu'on leur explique ce que ça veut dire, qu'ils vous disent « Ah bah oui, effectivement, quand je rentre dans un bureau, je suis gênée par les odeurs, ou j'entends les bruits que les autres n'entendent pas, ou la lumière, des fois, ça me gêne. » Mais ils ont plutôt, le point d'entrée, c'est plutôt l'hypersensibilité des émotions. Et ça peut aller ensemble, de pair, du coup. Ça va souvent ensemble. Ouais. Ça va souvent ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas supporter Mozart juste parce que ça agresse ses oreilles et son système émotionnel. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas si je dirais ça comme ça. C'est parce que vous avez aussi, vous prenez des jeunes, ils n'ont jamais écouté Mozart et ils vous disent ça crie un opéra, c'est pas de la musique, alors que le rap c'est de la musique. Donc il y a aussi, il y a aussi une histoire culturelle dans Mozart finalement qui est peut-être pas le bon exemple pour la génération. Mais c'est vrai que c'est quand même curieux qu'on soit sensible au sens négatif du terme, qu'on soit agressé par une musique qui peut adoucir et calmer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment très différents les uns les autres. Oui, mais d'abord on est tous singuliers, c'est évident, mais il y a aussi beaucoup une histoire culturelle. Je ne vais pas vous apprendre que la musique classique c'est un peu dévalorisé chez les jeunes. Bon, donc ça c'est autre chose, c'est une espèce de construction sociale finalement, ou de stéréotypes dans lesquels ils essayent de rentrer pour se la jouer finalement, mais s'ils étaient à l'écoute d'eux-mêmes, ça ne serait pas comme ça, évidemment. Mais... Et l'hyperacousie, donc ça c'est un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire que c'est d'être sensible au micro-bruit que n'entendraient pas forcément d'autres personnes, ou en tout cas des bruits particuliers dont on se ficherait si on n'y prêtait pas attention. Et ces personnes victimes d'hyperacousie, elles, en tout cas, les vivent très très mal, hein, c'est ça? C'est-à-dire que c'est l'hyperesthésie, l'hyperacousie, l'hypersensibilité, ça vous fait percevoir des stimulations que les autres ne perçoivent pas. Donc il y a déjà l'aspect qui, effectivement, comme vous êtes plus sensible à des bruits, des stimulations plus petites, ça vous y fait surréagir par rapport aux autres. Ça vous fait réagir, mais les autres vont penser que c'est une surréaction. Donc déjà, il y a cet aspect social qui fait que vous pouvez être mal perçu quand vous dites « mais non, mais là, ça m'agresse, machin ». On vous dit « non, mais enfin, prends du recul, calme-toi, détends-toi, blablabla ». Bon. Alors que finalement, si les autres étaient soumis au même degré de stimulation, à l'équivalent, il n'y arriverait pas finalement. Ça serait pareil. Donc il y a cet aspect-là déjà, et que petit à petit, les gens hypersensibles, finalement, on se rend compte que ce qui les gêne, c'est pas tant l'hypersensibilité qu'ils ressentent, c'est effectivement ce que leur renvoie le reste de la société, et le fait que ça leur demande de l'énergie de gérer ça. Parce que quand vous leur dites, mais régulièrement, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous arriverez à gérer, c'est-à-dire vous retombez sur vos pattes et que ça reste un mauvais moment à passer, ils vous disent, oui, bien sûr, mais je voudrais supprimer ça. Mais ils savent très bien le gérer, finalement, ils ont appris. Gustave Nicolas Fischer, c'est le mal du siècle, une certaine forme d'hyperacousie, on peut dire ça comme ça ou pas? Oui ou non,
je serais d'accord avec la position, c'est que l'hypersensibilité, moi, je ne la ressens pas non plus de façon aiguë dans les travaux, dans les démarches que je fais. C'est plutôt, je veux dire, alors, pour moi, un autre aspect que je pointerais à cet égard, c'est ce que j'appellerais, disons, dans l'ambiance actuelle, c'est la tolérance à des émotions négatives. Et là, le bruit, en l'occurrence, va accentuer ou plutôt diminuer cette tolérance à la frustration, par exemple. Vous voyez. Et alors, c'est corroboré par toute une série d'études qui ont été faites à ce sujet-là et qui tendent à montrer que effectivement, lorsque le bruit interfère avec des émotions négatives, la tolérance des gens diminue. Oui. Et donc là, par exemple, ça s'exprime très clairement dans le domaine de l'agressivité, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on s'est même fait la réflexion ici dans la rédaction, qui donne sur la... Vous saurez tout, qui donne en partie sur la rue, Radio Notre-Dame. Et je me souviens que pendant le confinement, il n'y avait pas un seul bruit, sauf les petits oiseaux et le vent dans les arbres. C'était vraiment ça, effectivement. On l'a tous vécu dans Paris, évidemment. Et tout à coup, on s'est surpris, là, juste après le confinement, à être extrêmement agressés individuellement et collectivement dans la même salle. On s'est regardé par le simple klaxon. C'était une sirène de pompiers voilà, qui était un petit peu loin, et surtout un klaxon, juste un bête klaxon qui durait quelques secondes dans la rue. Mais c'est quand même étonnant, parce que c'est vrai que 2 mois, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est pas grand-chose. On peut se dire qu'on ne s'est pas vraiment habitué au silence quand même. Mais là, on a eu un mal fou, surtout à se réhabituer au bruit. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Mais c'est l'autre versant de notre difficulté de nous réadapter à des configurations qui sont effectivement vécues quand même globalement comme des nuisances. Et donc on retrouve des réactions, mais qui sont plus vives, au moins dans un premier temps. Oui, c'est sûr que si on mettait les moines de la Grande Chartreuse boulevard Saint-Michel, ou... je sais pas ce qui se passerait. Ils ont peut-être acquis des résistances, disons, un peu plus puissantes, mais en effet, il y a là une réaction que je trouve aussi symptomatique justement de la valeur que véhicule la réaction. C'est-à-dire que, de fait, le confinement a été, de ce point de vue, un éveil à cette dimension perdue de nos vies, quand même, et de nos sensibilités, qu'est le silence. Voilà. Faire des cures de silence, c'est peut-être ça que vous pourriez conseiller, Béatrice Millette, que vous conseillez à certains patients, parfois pour mieux appréhender ensuite le retour au vacarme intérieur et extérieur. Ça peut être une bonne idée, ça, de temps en temps, de se dire, comme votre ami journaliste, vous l'évoquiez, et comme le fait Gustave Nicolas Fischer régulièrement, c'est pas mal de faire sa petite dose, de se prendre sa dose de silence chaque année. Mais je crois d'abord que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes pour qui c'est insupportable et qu'il faut vraiment pouvoir adapter sans stéréotype finalement ce qui correspond à chacun. Et plus qu'une fois par an, j'ai envie de dire, il faut le faire au quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire au quotidien, ça veut dire qu'on a... Enfin, après, c'est aussi des questions de personnes, mais on a besoin parfois de se retrouver avec soi-même pour être beaucoup plus efficace, c'est pas le bon terme, mais pour être mieux dans ses baskets, et mieux dans ses baskets avec les autres finalement. Donc quand vous rentrez du boulot et que vous avez votre petite famille, je vais dire volontairement ce mot, qui vous agresse, en vous sautant dessus, il y a des moments, c'est pas mal d'avoir un petit quart d'heure dans son coin. C'est l'image d'Épinal des films des années 30. Vous mettez les pieds en l'air sur le canapé avec le whisky et le journal. C'est juste une image, mais finalement c'est pas si bête, parce que vous êtes un peu dans votre monde, vous décompressez avec le journal et la boisson sans être le whisky.
ça vous réhydrate, alors que dans une journée, on sait que le stress, ça déshydrate un peu. Donc c'était une bonne image finalement. Mais de prendre une petite pause pour vous permettre de repartir en meilleure forme, c'est pas mal non plus. Et de se retrouver juste avec ses pensées par moment, il y a beaucoup de monde qui ont cette conscience qu'ils en ont besoin et qui le font au quotidien aussi. Et je crois qu'il ne faut pas non plus attendre une fois par an, c'est très bien, mais ça fait un peu l'effet vacances. On va se ressourcer une fois par an et le reste du temps, on est sous pression. Donc c'est pas mal non plus d'évacuer tout ça régulièrement finalement. Mais on peut le faire en faisant le tour du pâté de maison, en faisant... Enfin voilà, on a beaucoup de façons d'aussi se couper du bruit chez soi. On peut y arriver. Oui, sans forcément appuyer sur play à chaque fois qu'on rentre, comme un réflexe automatique d'allumer sa playlist et ne même pas réfléchir. Ça, c'est intéressant. Écoutez, je vous propose justement de nous séparer pour quelques instants de musique avec Ben Rigour. Je me réveille sur Radio Notre-Dame. Radio Notre-Dame. Comme tout ce qui est grand, au début ça n'a l'air de rien. C'est qu'une formule, une vision, un coup du destin que l'on abandonne. En route, comme tout ce qui est vrai, au début ça ne plaît à personne. Une hérésie, une erreur, un manque de calcium qui révolutionne. En douce, je me réveille, c'est pas trop tôt. Je me réveille, je suis pris d'assaut. Ça me réveille, faire ce qu'il faut. Un seul souci sous un si grand ciel. Je me réveille, laissez passer les idées nouvelles. Ça me réveille. Quelle heure, quel siècle. Je me réveille, c'est pas trop tôt. Je me réveille, je suis pris d'assaut. Ça me réveille, faire ce qu'il faut. Comme tout ce qui est grand, au début ça n'a l'air de rien. C'est qu'une formule, une vision, un coup du destin que l'on abandonne. En route, comme tout ce qui est beau, à la fin on n'en prend plus soin. La terre est belle et elle appelle à la rescousse. Qu'est-ce qu'on a tous à n'y voir plus rien. Je me réveille, c'est pas trop tôt. Je me réveille, je suis pris d'assaut. Ça me réveille. Je me réveille, Ben Ricourt sur Radio Notre-Dame. On parle du bruit aujourd'hui. Ne tombons pas non plus dans un puritanisme sonore, disent les uns. Les autres évoquent effectivement cette découverte des chants d'oiseaux lointains, les bruits proches, les bruits lointains. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait cette expérience si vous étiez dans une grande ville. Alors Béatrice Millade, je ne sais pas, vous étiez dans une grande ville pendant le confinement ou pas, vous-même ? Non, non, du tout. Moi, j'habite à la campagne. Ah, voilà. Donc, vous avez l'habitude d'avoir l'oreille affûtée sur les petits et les plus gros bruits, enfin, les bruits plus lointains. Et plus... C'est vrai qu'en ville, souvent, on met tout un peu sur la même dimension, en fait, au niveau de la perception, peut-être, non ? Par rapport aux bruits de la campagne que l'on distingue peut-être mieux. Je ne sais pas si on la distingue mieux. Moi, je pense qu'il y a une grande partie d'habitude ou ce qu'on pourrait appeler de manière un peu négative de conditionnement. Quand vous disiez tout à l'heure qu'en vous retrouvant tous les collègues et à être sensibles, vous savez, le conditionnement, si on prend l'expérience du chien de Pavlov et on est tous conditionnés, même si on n'aime pas ce mot-là, ça prend 15 jours à se conditionner. 15 jours à se déconditionner. Donc, c'est pas très long finalement. Et je crois pour moi, il y a beaucoup cet aspect-là. Alors, il y a tous les autres aspects. Effectivement, on est des êtres humains, et avec d'autres dimensions. Mais on a déjà basiquement cet aspect-là.
Et encore une fois, le bruit, moi je crois, faut pas. Je suis d'accord avec vos auditeurs, faut pas tomber dans un puritanisme excessif. Et on a des gens. Je veux dire, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues en me disant, je supporte pas, j'ai du mal avec les amis, j'arrive pas à me concentrer. Et un des exemples, c'était quand ils sont au restaurant avec des amis, voilà, ils entendent les bruits des fourchettes ou les bruits des serviettes en papier des convives 10 tables derrière. Oui. Et donc ils vous répondent, ah ben oui, mais là vous voyez, c'est que je suis pas concentrée, donc c'est pas sympa vis-à-vis de mes amis. Et en fait, moi je leur reformule ça en disant, mais en fait, c'est ce qui vous permet d'être avec vos amis. Parce que quand on est dans une conversation, tous les mots sont pas, comment je dirais ça, intellectuellement satisfaisants. Tous les mots que vous partagez avec vos amis, toutes les paroles, je veux dire, sont pas transcendantes. Donc si en même temps vous êtes focalisé sur le bruit de la fourchette derrière, sur le bruit de la fourchette derrière, c'est ce qui vous permet, je vais pas dire de supporter vos amis parce que c'est un peu excessif quand même, mais c'est ce qui vous permet de rester dans la conversation. Alors que si vous êtes focalisé non-stop sur leurs paroles, à un moment ils vont vous dire mais il m'énerve celui-là, et vous allez avoir envie de vous en aller. Oui, donc c'est important le bruit d'ambiance. Là, on est dans le bruit d'ambiance. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas. Si vous avez fait l'expérience d'entrer dans une salle complètement vide, moi j'ai eu la chance de rentrer justement en dessous de Beaubourg, comment ça s'appelle, au centre de musique contemporain, en CNAM. Oui. Il n'y a pas un bruit. Et vous entendez vos pulsations. Ça peut être oppressant, en fait. C'est très déstabilisant, effectivement. Donc les bruits, de par la nature humaine et la nature tout court de la planète, je veux dire, on est entouré de bruits. Et à un moment, on a su s'adapter, justement, en ne prêtant pas attention à tous les bruits autour de nous. Je ne sais pas s'ils nous agressent, mais enfin, c'est comme ça. Parce que le bruit, c'est un peu la vie aussi, quoi. Le bruit, c'est un peu la vie aussi. C'est notre époque, c'est la vie. Et je crois qu'on est dans une époque où, justement, on a envie un peu de perfection. Oui. Et on ne supporte plus ce qui serait imparfait. Mais c'est pas forcément imparfait, c'est l'air du temps, c'est notre vie, c'est la construction de la planète telle qu'on l'a, en bien ou en mal, j'en sais rien, construite aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de très quotidien. Et je veux dire, toutes ces expériences, justement, je viens de les écrire dans un livre qui vient de paraître il y a 15 jours, qui s'appelle L'ennui des autres, où il n'y a pas que l'ennui des autres, il y a l'ennui, justement, des situations qu'on ne supporte pas. Vous êtes d'accord, Gustave Nicolas Fischer, au fond, faut quand même être un peu mesuré avec cette histoire de bruit, de bruit d'ambiance, de bruit dont on a l'impression d'être victime en permanence, de faire avec le bruit, etc. Il faut trouver sa place avec le bruit, c'est peut-être ça la solution. Certainement, mais parce que je crois le bruit fait partie des conditions de vie actuelles, mais il y a une sorte de facteur discriminant là qui opère aussi chez chacun d'entre nous, c'est que les bruits dominants dont on est entouré aujourd'hui dans nos vies, dans nos conditions de vie quotidiennes, ce sont les bruits machiniques, ce sont les bruits mécaniques. Ouais. Or, l'environnement naturel nous renvoie des sonorités autres. Et donc, c'est aussi ce tri-là qui s'opère et cette recherche, au fond, dont on a besoin par rapport à meubler nos rythmes de vie par d'autres bruits. Oui. Je veux dire, il n'y a pas l'opposition à faire entre le bruit et le silence, d'ailleurs, hein, en tant que tel. C'est trop radical, c'est pas vrai, d'ailleurs. Hein. Il y a bruit et bruit. Il y a des bruits qui nous font du bien, il y a des bruits dont on a horreur, et c'est là aussi qu'il faut trouver une manière de vivre, non pas sans bruit, mais avec les bruits, disons, qui nous sont les plus supportables ou les moins supportables et qui nous font aussi du bien quelque part. Les bruits naturels, par exemple, moi j'adore le bruit des vagues, par exemple, personnellement. J'aime aller auprès de l'océan et me poser pendant des heures là où il y a des vagues importantes et des bruits de cet ordre-là. Et ça me fait un bien fou. Donc voilà, donc ça aussi, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin. C'est sûr que c'est plus agréable qu'un marteau-piqueur. Hein. Oui, mais justement, mais c'est la différence. Entre mécanique c'est pas bruit et non bruit.
non plus. Il ne faut pas aller dans l'opposition radicale, même si l'exemple personnel que j'ai donné de l'expérience du silence est aussi un aspect dont je meuble ma propre vie et mon propre rythme. Et donc c'est pour revenir aussi au fait que le rythme du silence n'est pas un rythme de vacances une fois par an, c'est un rythme quotidien. Pour moi, le silence est un rythme de notre vie par rapport au retrait concernant justement l'ambiance sonore ambiante. Ouais, c'est un peu une discipline, un petit bout de discipline en fait aussi, effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure Béatrice Millettre, Gustave Nicolas Fischer. C'est-à-dire d'arriver chez soi, au lieu d'allumer tout de suite son rock alternatif, eh ben on réfléchit, est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, quoi. C'est peut-être ça qui peut être une bonne première... Tout à fait. Mais il faut que ça soit effectivement, et je rejoins tout à fait cette position, ça serait vraiment à devenir un rythme quotidien. Oui. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, il y a, comme actuellement dans la vogue des méditations, du développement personnel, etc., on préconise quand même des données, des rythmes quotidiens de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça nous impose, comme vous le dites très justement, une certaine discipline. Oui, parce que ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur aussi de se mettre dans le silence, surtout quand on est entouré de bruit la journée. C'est un petit peu inquiétant. Donc, faut pas hésiter à passer, par exemple, 3-4 minutes pour au début, peut-être pour nos auditeurs qui sont pas très familiers de ce genre d'expérience. Bien sûr, oui. Mais c'est très bénéfique, hein. Il ne faut pas leur faire peur non plus. Il faut les aider à entrer dans un autre rythme, dans une autre logique, hein. Parce que nos vies sont structurées sur des logiques très machiniques aussi, un découpage temporel qui justement est plus du tout proportionné à nos besoins personnels, par exemple, hein. Et voilà, donc ça fait partie aussi d'un ensemble où, en effet, il ne faut pas focaliser sur le bruit, hein, là, même si on en parle comme d'une réalité effectivement environnante quotidienne, mais la manière de le vivre est aussi un aspect qui nous permet de nous en sortir et d'avoir des formes d'adaptation et des formes d'énergie et de créativité dans la manière dont on vit le parcours quotidien par rapport à l'environnement bruyant, quoi, et sonore. Et c'est vrai que je terminerai peut-être l'émission par je me permets de soumettre cette réflexion aux deux experts que vous êtes, au fond l'un et l'autre, c'est par rapport à cette pollution de l'air. On parle de pollution sonore et aussi la recherche d'aller là où il n'y a personne. Peut-être voyez-vous le lien que je cherche à opérer entre les trois notions qui sont bien d'actualité, me semble-t-il, Béatrice Millettre, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, à la fois, le bruit fait partie de nos vies, mais on l'assimile peut-être un peu à cette histoire de pollution qu'on cherche à éviter en allant dans des îles désertes. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, hein? Gustave Nicolas Fischer, je vous sens chaud pour réagir. Oui, mais il ne faut pas faire d'opposition hard de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il faut trouver encore une fois des rythmes qui inscrivent notre manière de vivre dans des forces qui nous régénèrent. Alors, il y a effectivement une forme de retrait par rapport à ces environnements sonores bruyants, polluants. Et c'est ça, toute l'adaptation à opérer pour chacun. Béatrice Millettre, il y a aussi un côté un peu obsessionnel à l'égard de la perfection dans cette idée que je cherche à vous soumettre. Cherche à vous, en tout cas, inviter à réfléchir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de... Je sais qu'effectivement, la quête de la perfection, aujourd'hui, c'est quelque chose d'omniprésent, un peu. Oui. Donc, en ce sens, la quête de la perfection, d'avoir le son le plus adapté, mais je crois que c'est ça, la perfection qu'on devrait tous avoir, c'est l'adaptation à soi-même. Et je crois qu'on est chacun parfait. Oui. Je sais que personne n'est parfait, mais on est très bien comme on est. Que chacun on l'est. On l'est à condition justement d'être ancré en soi et d'être en phase avec soi-même, si vous voulez. Et que à ce moment-là, on est parfait par rapport. Ça veut dire qu'on va pas prendre des attitudes des autres et qu'on va pas chercher à donner aux autres nos propres attitudes. Oui. Et que en ce sens, il faut avoir ce petit recul, si je peux dire, de dire mais je suis bien comme je suis, non pas en prétention, hein, mais parce que c'est comme ça que je suis plus efficace.
C'est comme ça que je vais être bien dans ma peau et donc pour le coup bien avec les autres. Et pas toujours cette idée, cette obsession de fuir le monde, de fuir... C'est ça. Alors en fait, on peut fuir le hein. monde, mais on peut aussi se dire c'est une découverte et un enrichissement. On peut aussi changer de lunettes et de paradigme. Et l'idée dans tout ça, je crois, c'est de se connaître soi-même, mais pour être bien avec les autres. Oui, pas radical en fait. Si vous voulez, si je vais dans le sens un peu de votre radio, c'est aime ton prochain comme toi-même, mais ça veut bien dire aime-toi toi-même d'abord. Bah, on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. C'est fou. Pour ça, il faut se connaître. On est parti du bruit au connais-toi toi-même. Hein. Je trouve ça quand même... Bravo Béatrice Miette, on vous réinvitera. Merci. Bon point. Mais n'empêche que je plaisante un peu, mais au fond, c'est quand même, ça touche à des dimensions quand même essentielles de l'existence humaine, hein, ce rapport au bruit. Oui, mais vous nous auriez parlé d'autres choses, vous nous auriez parlé, je sais pas quoi, de la vue, de la vision, vous aurez dit. On peut, tout ça, c'est un ensemble, si vous voulez. Alors effectivement, de manière un peu scientifique, on coupe la planète en rondelles de saucisson pour pouvoir l'étudier, mais tout ça, c'est un tout, c'est une globalité, finalement. Et que si vous prenez un point d'entrée, si on vous coupe un bras, vous serez moins d'aplomb. Voilà, donc c'est une globalité j'allais dire, de l'être humain ou de la nature ou de ce que vous voulez. Je crois qu'il faut avoir aussi cette vision globale, mais c'est difficile d'avoir une vision globale sans l'avoir auparavant coupée un petit peu en morceaux pour pouvoir l'expliciter. Alors c'est vrai que c'est Alain Corbin, je crois, hein, qui écrivait dans son récent sa célèbre Histoire du silence il y a quelque temps que en fait l'intolérance pour lui au bruit a commencé au milieu du 19e siècle, à l'époque où il régnait une certaine forme de vacarme, un vacarme terrible, même dit-il, je crois, dans les grandes villes, bien plus fort qu'aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que vous avez étudié, Gustave Nicolas Fischer, dans l'histoire, est-ce que vous êtes allé fouiller dans les archives du bruit? mais il dit qu'il y a un lien quand même, effectivement, vous l'avez d'ailleurs évoqué très bien tous les deux, avec cette espèce de puritanisme ambiant où on cherche la perfection. Il explique ça avec la vogue de la méditation, du yoga, etc., une espèce de recherche absolue de quelque chose qui n'existe pas, et qui n'est pas terrestre ni humain. Et voilà, Gustave Nicolas Fischer, je voulais effectivement vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord ? Ça fait partie alors d'une approche plus large qu'il a faite sur le plan historique. Moi, je me suis effectivement plus concentré sur des situations, disons, d'expérience de vie relatives au bruit, notamment chez des enfants, notamment chez des personnes exposées dans des situations environnantes très polluantes du point de vue sonore, comme les proximités d'aéroports, en fait, etc. Oui. Donc, c'est là qu'on a dégagé, effectivement, toute une série de conséquences. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a un aperçu général qui est qu'effectivement, il se dégage quand même une intolérance dans le sens à la fois individuel et social par rapport à ce vacarme mécanique dans lequel on évolue. Et du coup, la recherche en termes de retrait, en termes de calme, en termes de silence s'impose. C'est une orientation assez large et évidente là-dessus. Donc, il faut rester sur ce point-là comme un élément de créativité et quand même de réveil. En conclusion, je dirais, merci infiniment à vous deux, je dirais que c'est dans le silence que finalement nous comprenons un peu qui nous sommes et que nous donnons éventuellement du sens aux choses. Voilà pour cette émission sur le bruit. Merci Béatrice Miette, vous qui êtes docteur en psychologie. Et puis merci à vous Gustave Nicolas Fischer. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire de psychologie et auteur de Psychologie sociale de l'environnement chez Duno. Merci infiniment à vous deux et faites un peu de bruit quand même. À bientôt. Bonne journée, mais pas trop.